propose à présent de parler de l'actualité très récente qui est venue s'ajouter à celle donc, du grand dialogue national avec ses recommandations. Vous entendez bien que je parle ici de la libération non seulement des 333 détenus de la crise au nord-sud-ouest du Cameroun, et puis de la libération également des leaders du MRC et de ses alliés. Alors, je voudrais donc d'entrée de jeu demander à Véronique, Véronique Lehmann. On a donc tous appris la libération de Moïse Kamto et puis de tous les membres du MRC et surtout la libération également de 333 sur 1800 détenus des activistes de la crise au nord-sud-ouest. Comment avez-vous reçu cette information? Écoutez, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de confirmation. J'ai un souvenir sur ce plateau où nous avions eu des échanges houleux où on parlait des préalables au dialogue national, la libération des prisonniers. Écoutez, c'est fait. J'ai toujours dit qu'on peut tout reprocher au président Paul Biya, mais pas son idéal de maintenir la paix à tout prix et à tous les prix. Donc il a choisi de libérer ces personnes. D'aucuns me diront qu'elles n'ont rien fait, mais moi je dirais qu'il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de recul, beaucoup de hauteur d'esprit pour poser un acte comme celui-là. Alors c'est vrai que vous êtes en train de me donner des chiffres, donc en termes de statistiques, on peut dire que 333 sur 1800, si on est un peu bon en maths, on va dire que c'est le 1/6. Mais je pense que c'est un acte qui montre combien le président Paul Biya est soucieux du fait qu'il y a des préalables, des fondamentaux, si on veut continuer ce processus du dialogue national dont on parle depuis près d'une heure avec vous. Voilà, donc moi c'est un acte qui me confirme dans ma volonté de l'accompagner, dans ce que j'ai toujours dit, qu'il apprécierait l'opportunité. Si c'est le prix à payer pour la paix du Cameroun, il l'a fait. Ma foi, je souhaite que sa main tendue puisse amener tous les Camerounais vers le même sens, le sens du pardon, de la fraternité, de se dire que quoi qu'on ait fait, on reste fils et filles du Cameroun et qu'on a besoin de se pardonner les uns les autres. Que si on mettait un tant soit peu, un peu d'amour dans nos cœurs, je crois que le monde serait meilleur et le Cameroun encore plus. Merci. Alors, Père François Xavier, il y a eu pour vous un problème timing ou bien tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que l'essentiel est là. Les leaders du MRC et nombreux autres membres du dit parti, y compris leurs associés, sont libérés. Et puis 333 détenus sur 1800 de la crise anglophone ont été également libérés. Ayub Tabé est toujours en prison. Alors, quel commentaire faites-vous de cette information? Guy, lorsque vous abordez ce problème, je ne vous mentirai pas que j'ai d'abord la chair de poule parce que lorsque j'ai vu les atrocités qui se sont passées dans le nord-ouest et le sud-ouest, je dis qu'il ne fallait pas en arriver là. C'est pour cela que je voudrais d'abord commencer par avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui ont perdu leur vie dans ce désordre qu'on pouvait éviter. On n'avait pas si, il y a cela 3 ans, lorsque les revendications, le président Paul Biya qui a été formé dans cette administration-là, c'est qu'il n'y a pas de petites revendications. Nous sommes en France. Lorsqu'il y a eu la prise de la Bastille et consorts, ce n'étaient pas des hommes, des chars et des chevaux qui sont venus prendre la Bastille. Il n'y a pas de petites revendications, il n'y a pas de petites révoltes. Si on avait pris le taureau par les cornes, il y a de cela 3 ans, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Cependant, l'erreur étant humaine, et ayant toujours la possibilité de se rattraper, même Dieu nous le concède, il faut tirer un coup de chapeau au président Paul Biya, malgré le timing, une fois de plus, qui n'est pas vraiment celui qu'on attend de lui. Parce qu'en bon africain, en bon métier, ayant décidé de dialoguer, de causer avec ses enfants, le principe de ce dialogue devait d'abord être la libération de tous ces enfants qui ont péché et qui, comme le fils prodigue et le père prodigue, vous devez se réunir pour partir d'un bon pied. Il fallait donc d'abord libérer tout ce monde-là. Ils ont tué, nous le savons, ils ont commis des atrocités, mais il n'y a pas que eux.
Parce que s'il faut condamner tout le monde, il faut aussi condamner l'armée camerounaise qui a aussi commis des atrocités. Je tire un coup de chapeau au président Paul Biya, mais le timing, non. Mais je suppose que, comme c'est en fait le début du grand dialogue, la libération de Maurice Kamto et les 300 autres ambazoniens est le début d'un grand processus qui va aboutir sur la stabilité et la paix pour une transition véritablement méritée et sérieuse au Cameroun. Alors, Abdelaziz, comment est-ce qu'on a donc reçu et surtout apprécié cette information qui nous informait de la libération de Maurice Kamto et de ses alliés, et puis de nombreux détenus de la crise au nord au sud-ouest près de 333 sur 1800, sachant que Ayub Tabé est toujours en prison. Bon, quand vous avez exprimé à travers ce qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission, à travers des documents, des préoccupations, vous avez pensé que les conditions permissives pour un dialogue inclusif seraient effectivement qu'on élargisse le plus grand nombre possible de jeunes arrêtés depuis septembre 2016, parce que ces personnes ont été interpellées en septembre 2016 au cours de manifestations, d'une part. Et beaucoup plus tard, avec ce qui s'est passé à l'université de Buea, vous avez vu que les voies de fait ont été nombreuses de la part des forces de l'ordre, les forces de gendarmerie, sur des étudiantes, par exemple à Buea. Ce sont des images qui ont sérieusement heurté et choqué même une grande partie de l'opinion publique, parce que la manière dont elles étaient réprimées n'était pas du tout acceptable. Il y a un certain nombre de nos compatriotes, parce que ce qu'il faut dire, d'ailleurs, Mancho Bebixi, qui avait écrit au chef de l'État, ainsi qu'un certain nombre de ses compères, ne se présentent pas comme ambazoniens. Ils sont, pour la plupart, ceux qui sont pour l'option fédéraliste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui estiment que la Constitution de 1961, qui a été abrogée avec celle du 2 juin 1972, ils estiment qu'on n'a pas, il fallait simplement revenir à cette Constitution de 61 et qu'il fallait donc une discussion pour voir les modalités, comment adapter ça à notre contexte actuel. Mancho Bebixi en fait partie et de manière explicite, ils l'ont dit au cours de leurs différents meetings. Alors, ils se sont retrouvés dans les différentes prisons et Guingassa, le problème que pose cette incarcération de 1600 personnes est en rapport avec la dernière mutinerie qu'il y a eu dans les prisons. Pourquoi? Parce que vous avez des taux de surpopulation carcérale qui ont atteint des niveaux jamais observés au Cameroun. À Tiko, à Bamenda, à Manfé, à Yaoundé et à Douala. C'est ceux qui ont été transférés. Vous avez 472% de dépassement à Tiko. Vous avez à Buea, à la prison de Buea, 300% de dépassement. Et à celle de Yaoundé, vous avez vu avec ce que Mancho Bebixi précisément et Mamadou Mouta, puisqu'ils ont été condamnés par après pour cela, c'était 200% de taux de dépassement. C'est-à-dire que où vous avez des prisons prévues pour 2000 places, vous avez parfois 6000 détenus. Vous avez des prisons prévues pour 1500 places, vous avez 5000 détenus. Ça se passe comme ça dans notre pays. Alors cette surpopulation carcérale-là, pour quelle raison? C'est-à-dire qu'il y avait des bataillons, les rafles, au sens que les Français faisaient dans le cadre des OPAC, dans la répression de la guerre d'indépendance. Vous avez des rafles où on venait prendre tout un quartier, prendre le quartier à Buea, à Tiko, à Manfé, à Libié, dans le Bialem, on amenait des gens dans les prisons. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être élargis. La première chose aussi, Véronique Mann le disait, le père également, c'est de se satisfaire, en tant soit peu, que des enfants, des jeunes, recouvrer la liberté, c'est toujours un acte humain important. Quand on sort de ces mouroirs que sont souvent les prisons, eh bien, il faut prendre acte de cela. Le président de la République semble être en train de gérer de manière homéopathique une situation. Et je considère peut-être que la question d'Ayub Tabé est encore aussi une question qui est liée à une perspective de négociation. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi des éléments pour, avec le camp en face, justement, en fonction de ses demandes. Il y a certains qui estiment que la demande des ambazoniens étant la sécession, ce qu'ils pourraient obtenir, et Ak Bobala l'a dit au cours des débats au Palais des Congrès, ce serait tout au moins la fédération, pour pouvoir, là, du coup, apaiser les tensions. Donc, il faut adresser la question politiquement. Le chef de l'État a posé un acte politique. Ce n'est pas simplement un acte de magnanimité. Paul Biya gère une situation de crise.
Et dans les situations de crise, on n'est pas simplement dans l'humanitaire. L'humanitaire, c'est ce que Atangandi fait avec les programmes de distribution de vivres aux déplacés internes. C'est ce que la Fondation Paul Aya Abin fait. C'est ce que les Camerounais de la diaspora, nous y avons participé. Et bien d'autres. Les Camerounais de la diaspora, par la voix du professeur Atangana, ont remis 2 millions de francs de manière symbolique pour les déplacés internes comme contribution. Les Camerounais venaient de cotiser 56 millions en Suisse pour la reconstruction d'un hôpital à Bakossi, etc., etc. Donc il y a un élan humanitaire qui se passe. Maintenant, nous sommes dans une question politique. La crise anglophone et la question de Maurice Kamto. Tiens, le père François Xavier le disait, vous ne pouvez pas avoir un dialogue qui prétend rassembler tous les enfants du Cameroun par la question du pardon. Là, je l'emprunte à la métaphore religieuse, la question de la pénitence. Nous devons tous être en pénitence au Cameroun. Parce que ceux qui sont à l'origine de ces raisins de la colère sont l'ordre de dirigeants au Cameroun. Mais on a vu au Palais des Congrès des ministres qui plastronnaient, qui avaient le sourire haut, alors même qu'ils sont les principaux responsables de la situation du Cameroun. Il n'y a pas eu un seul moment, un acte dans le discours des ministres ou même dans les interviews à la CRTV, un ministre qui disait, vous savez, vraiment nous devons être graves. Parce que la situation du pays, nous en sommes aussi responsables. Je ne l'ai pas entendu. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui permettrait que... Ce que nous sommes en train d'énoncer, parce que quand Véronique Lehmann parle d'amour, l'amour, ce sont des actes, ce sont des preuves. Je t'aime, oui, mais quelles sont les preuves? Quels sont les actes qui sont posés? Donc voilà, pour ma part, sur les deux questions, la question des 333 prisonniers de la crise anglophone et la question des prisonniers du MRC, il faut tirer les leçons. Demain, vous aurez Véronique Lehmann. Imaginez une compétence comme celle-là, qui est stoppée dans son élan citoyen par un policier qui lui tire dans les cuisses, alors qu'elle a les mains nues. C'est le cas de Maître Ndoki. Michel, Maître Ndoki et Célestin Diamène, on leur a tiré dessus au Cameroun. Non, c'est un montage. Mais, pardon. Non, non, mais Véronique Lehmann pourra dire. Mais Véronique Lehmann, le montage, c'était quoi? Une photo? C'était quoi? Du mercurochrome? Non. Mais est-ce que Célestin Diamène n'a pas été à l'hôpital? Pardon, je travaille à l'hôpital. Mais une blessure par balle. C'est un cas parmi une blessure par balle. On a vu des jeunes. On a vu des jeunes sur qui on a tiré dans le dos. Non, soyons en plateau. Non. S'il te plaît. Les blessures par balle à l'hôpital, on les reconnaît. S'il vous plaît. C'est la seule blessure. C'est pas la seule blessure par balle. On a vu, non, des voies de fait. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que, bon, Véronique Lehmann intervient. Oui, ça a suscité la polémique. Mais sortons un tout petit peu de la polémique. Le comportement du policier, du gendarme, vis-à-vis de celui qui s'oppose au Cameroun est lequel? Père François Xavier. Le comportement du policier vis-à-vis du militant du RDPC et du militant de l'opposition est différent dans notre pays. C'est ce qu'il faut changer. Nous avons dit par exemple l'autre jour à l'ambassade du Cameroun qu'il n'est pas normal que la maison commune du Cameroun en France ne soit une maison exclusivement dédiée au RDPC qui peut y tenir ses réunions. Non, mais vous voulez dire l'ambassade du Cameroun? Oui, l'ambassade du Cameroun, c'est-à-dire que... Une maison comme celle, l'ambassade devait permettre même aux partis représentés à l'Assemblée nationale de pouvoir venir organiser leurs réunions. Et c'est le cas au Cameroun puisqu'on ne peut pas manifester librement au Cameroun autrement qu'en faisant des motions de soutien ou des marches de soutien en faveur du président Biya. Non, je pense que ça doit nous instruire. C'est-à-dire que Maurice Kamto, ses partisans et alliés sont sortis. Mais il faudrait que demain, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, Gingassa, Père François Xavier, quand vous êtes de l'opposition, quand vous êtes un parti allié ou de la majorité présidentielle, quand vous voulez adresser une situation sociale ou civique, qu'on vous permette de marcher, surtout que les gens le font les mains nues. Les gens ne viennent pas manifester pour casser. Donc, moi, je tire les leçons de cela. Le président a posé un acte, on en prend acte, et on peut le remercier par certains côtés pour le geste qui peut avoir une traduction ou une dimension humanitaire, mais il faut surtout rester lucide et vigilant sur la dimension politique, sur la dimension citoyenne et structurelle de ces questions-là. Alors, Véronique Lehmann, on a bien compris que pour vous, sur le point relatif... J'essaie d'être objectif. Pour vous, sur le bal, c'était des montages. Mais moi, je voudrais plutôt rester sur la question principale. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des fautes de la part du RDPC pour lesquelles un pardon aurait été quelque chose de bienvenu? Avant de répondre à cette question, je voudrais... Monsieur Moundé est quelqu'un que je respecte pour sa finesse intellectuelle et ses compétences. Je voudrais vraiment
qu'on insiste sur ce point. Ces blessures par balle étaient des maquillages et des montages. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui de dénoncer certaines choses. Je suis certes porte-parole du RDPC à France Nord, mais je reste quelqu'un d'objectif. On ne peut pas faire semblant d'avoir des blessures par balle. Pardon, mais pour le coup, j'ai été l'une des premières personnes à dénoncer ce montage parce que je travaille à l'hôpital, que je suis directrice de la qualité de la gestion des que je sais quelles sont les blessures par balle. Donc, vraiment, je voudrais que mon interruption soit comprise comme quelque chose. On ne doit plus rentrer dans ces écueils-là. Parce qu'on veut alerter la communauté internationale, simuler des blessures par balle. Véronique, vraiment, je veux t'excuser d'avoir pris ce cas-là. Je veux vraiment... Est-ce que Célestin Diamène et Michel Ndoki n'ont pas été pris en charge dans les hôpitaux? Le bras cassé. Non, mais je demande la fois la question. Je dis que ce n'était pas une blessure par balle. Pardonnez-moi, mais je maintiens. Je persiste. Est-ce qu'on l'a vu? C'était du montage. On l'a vu ici, même en France, avec la crise des Gilets jaunes. Les policiers il y a des personnes qui sont éborgnées aujourd'hui par des tirs de flashball. Parce que j'ai perdu de flashball par balle, quoi. Une blessure par balle a des caractéristiques. Quand on arrive dans un service. Mais c'est ça. Quelle que soit la balle. Véronique est en train de nous parler d'une balle, justement, c'est ça. S'il vous plaît. Une arme non létale. Je dis que pour le coup, c'était un montage. Pardonnez-moi. Mais là, je ne transige pas. Et j'assume mes propos. Célestin Diamène a été prise en charge à l'hôpital. Maintenant, vous me posez la raison on l'a pris en charge à l'hôpital. Maintenant, vous me posez la question sur des erreurs de part et d'autre. Moi, je suis quelqu'un d'humble. Des erreurs ont été commises de part et d'autre. Et je crois que le président Paul Biya l'a reconnu. Qu'aucune œuvre humaine n'était parfaite. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, on est dans une ère où on veut rentrer dans la construction du Cameroun, dans le dialogue. Tirons les leçons de ce qui n'a pas été fait pour avancer dans l'avenir. Et c'est pour ça que je suis toujours pour l'apaisement. Je dis que des erreurs ont été certes commises de part et d'autre. Parce que depuis 92, comme il a dit le président, il y a des premiers ministres qui ont été nommés dans cette région. Aujourd'hui, je pense qu'on a une crise de représentation. J'ai envie de dire qu'on a une crise de représentation des élites des régions du Cameroun. Posons-nous la question, est-ce que les élites gouvernementales sont les élites du peuple? Moi, je pose une question. Pour moi, c'est des questions ouvertes. Je suis obligé de constater aujourd'hui qu'on a une évolution vers une démocratie participative directe où le peuple demande à parler. Ça veut dire qu'il y a une crise de représentation. Et pour moi, c'est un tournant essentiel dans la démocratie du Cameroun. Vous savez, je ne suis pas le RDPC qui ne réfléchit pas ou qui refuse de regarder les choses de manière objective. Je suis obligé de constater derrière le président national du RDPC que comment ça se fait que depuis 1992, nous avons des premiers ministres et aujourd'hui il est clair qu'il faut qu'on repense la démocratie à la camerounaise d'une autre manière avec les préoccupations des populations dont je suis obligé de constater. Pour le redire encore, il faut que ça rentre, qu'il y a une crise de représentation. Les élites qui sont supposées peut-être représenter les populations, peut-être qu'elles ne représentent plus vraiment les aspirations des populations. Et c'est pour ça que je pense que ce dialogue a été une bonne chose, que nous passions de la démocratie indirecte de représentation à la démocratie directe où les citoyens... Et je voudrais dire que ce modèle qui a été, je pense, calqué du dialogue, du débat national en France, à la suite de la crise des Gilets jaunes, qui est calqué aujourd'hui par le Bénin. Vous savez que depuis 3 semaines, le président béninois a convoqué un dialogue national, que ce soit en effet communicateur dans les pays africains pour penser la nouvelle démocratie, une démocratie adaptée à nos sociétés, à nos contextes et à la configuration de nos populations. Voilà, moi, vraiment, les polémiques stériles, je pense qu'on a une heure où on doit éviter, où on doit dire les choses comme elles sont. Je pense qu'il faut qu'on évite... Oui, mais c'est Véronique qui a fait polémique dans mon propos, parce que quand Véronique parle de polémique stérile, je ne suis pas d'accord. Non, c'était une manipulation, cette notion à la cuisse. Non, cher Abdelaziz. On va pouvoir en discuter et on rediscutera de cette question. Même en off. Je dis que les personnes qui ont été détenues
Parmi ces personnes-là, plusieurs ont reçu des balles. Outre Michel Noki, Célestin Niamé, il y a des jeunes et les vidéos sont là. Ce ne sont pas des vidéos que nous avons montées ou avec la vidéo, on peut tout faire. Non, ce n'est pas une vidéo montée. Des gens ont été tirés et ce n'est pas la première fois. Il y a des militaires camerounais aujourd'hui qui sont devant le tribunal militaire pour des atrocités dans l'extrême nord et ça se voit tous les jours, on les documente. Les dérives dans une police, dans une armée, si on veut être responsable, nous soutenons les forces de défense camerounaises, mais quand on est responsable, on doit pointer les dérives. Et au Cameroun, quand on est de l'opposition, on ne peut pas marcher de manière sereine. Au Cameroun, ce n'est pas moi qui le dis. D'accord. Deuxièmement, sur la question, je vais revenir sur la question du Premier ministre depuis 92. Le président Biya lui-même l'a dit dans son discours du 10 septembre. On ne nomme pas un ministre pour son village ou pour sa région. Non, c'est une contradiction. Si le problème anglophone devait être réglé par le fait que Achidi Achou, par le fait que Moussongue, par le fait que Inoni Efrem, Philémon Yan et John Gouté ont été Premier ministre, eh bien, il n'y aurait pas de problème. Parce qu'elle a dit elle-même, Véronique Leman, c'est la crise des élites, c'est la crise de représentation. Quand vous êtes à Yaoundé au gouvernement, vous êtes Amadou Ali et John Gouté sont là pour leurs intérêts et non pas forcément pour les intérêts des Foulani, de Fotokol ou de Kolofata ou des populations Barombi qui sont dans le sud-ouest du Cameroun. Il faudrait que justement quand on a des débats comme ceux-ci, qu'on puisse le dire. Quand le président dit qu'il nomme des personnes au gouvernement, ces personnes-là, un ministre, quand tu es ministre du Cameroun, quand tu es ministre délégué au transport dans le Noun, tu viens de Fouman, tu es ministre, secrétaire d'État à l'administration pénitentiaire, tu viens du MBAM, qu'est-ce que tu peux faire sur le plan de l'aménagement du territoire pour ton village ou pour ta contrée? Donc il faut penser les problèmes globalement. La question du problème anglophone était un problème politique qui plonge ses racines dans notre histoire culturelle, identitaire, coloniale, et non pas simplement une question de représentation de place et de poste au gouvernement, un gouvernement pléthorique avec 60 ministres. Donc en fait, c'est ça, je suis d'accord, je rejoins le Véronique Leman quand il dit qu'il faut tirer les leçons. Tirer toutes les leçons de cela, et on l'a dit. Mais il ne faudrait pas qu'on passe par perte et profit, justement, le cheminement qui a mené à ça, parce que c'est ce qui va aider demain à la résolution de la situation, y compris même dans l'accompagnement du chef de l'État dans la résolution de ces crises-là. Ok, merci. Alors, Père François Xavier, moi, la question que je vais vous poser un peu plus complexe que celle-là, parce que j'en interpelle ici votre analyse de ces libérations, notamment celle des leaders du MRC et alliés. On a entendu dans le discours du 10 septembre du président Paul Biya un propos très clair. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand dialogue que les personnes empêtrées dans les questions judiciaires vont souhaiter obtenir un élargissement de leur peine. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, pour expliquer cette décision qui est quand même assez surprenante quand on a le souvenir encore du discours du président Paul Biya? Il y a eu des pressions extérieures. Est-ce M. Biya qui est devenu Manani, ou alors, Kamto a-t-il fait un certain nombre d'allégeances au régime de Biya, ou alors enfin, la base pourrait-elle être une explication à cette décision qui a surpris quand même l'opinion publique camerounaise? En fait, si j'ai en horreur certaines choses, c'est par exemple cette affaire de pression extérieure. Franchement parlant, Paul Biya étant l'un des plus âgés des chefs d'État dans le monde à l'heure actuelle, n'a plus à subir des pressions extérieures pour poser des actes. Cependant, il peut en arriver que ces pressions soient exercées. Et je pense qu'un bon Camerounais, les hommes et les femmes qui aiment le Cameroun, nous devrions anticiper cela. Et par rapport au discours du président de la République du 10 septembre dernier, je pense que lorsqu'il parlait de certains qui sont empêtrés dans des procédures judiciaires, bon, vous venez de parler de la surpopulation carcérale tout à l'heure. Je pense que aussi qu'en Kondengi, comme partout ailleurs, il n'y a pas que des dirigeants du MRC ou bien des Amazoniens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont pour des faits de détournement de tout le monde pouvait penser que le président Paul Biya va ouvrir les portes des prisons pour faire sortir tout le monde. Moi, je serais le premier à être totalement en désaccord avec cela. S'il a fait sortir Kamto, s'il a fait sortir certains Amazoniens, je pense que déjà lui-même,
savait, et moi particulièrement, j'ai demandé cela depuis que Kamto est en prison, que dans un pays de démocratie sérieuse comme le Cameroun, Kamto ne devrait pas se retrouver en prison. Merci. Il a entendu ce cri qui est venu de part et d'autre du Cameroun, aussi bien de l'extérieur, pour mettre Kamto dehors, pour mettre certains Amazoniens dehors. Nous ne pouvons donc pas conclure en disant que ce n'est que par la pression extérieure que Paul Biya a pris cette décision. Cependant, s'il vous plaît, chers Camerounais, ne méprisons pas cette pression extérieure. Il y a certains, des ministres, des directeurs qui se plaisent à dire que les États-Unis ne peuvent rien imposer au Cameroun, la France ne peut rien imposer au Cameroun. Lorsque les États-Unis ont décidé de chasser Kadhafi, Kadhafi a été chassé. Je ne pense pas que la force militaire du Cameroun soit comparable à la force militaire de l'Irak lorsque Kadhafi était là. Lorsque les États-Unis, lorsque la France a décidé de chasser, je vais parler de Saddam Hussein. Lorsque la France a décidé de chasser Kadhafi, Kadhafi a été ridiculisé. S'il vous plaît, je ne voudrais pas qu'on en arrive à ce genre d'image au Cameroun. C'est pour cela qu'il serait totalement impondéré que de penser que non, on devrait balayer la pression internationale du revers de la main. Ce n'est pas mature de s'exprimer comme ça. Cependant, il ne faudrait pas que le Cameroun attende souvent que la pression vienne de l'extérieur pour résoudre les problèmes du Cameroun. La solution aux problèmes du Cameroun doit venir des Camerounais. Cher président de la République, cher Paul Biya, que je respecte très bien, il a encore tant que le Cameroun s'assied résolument pour résoudre résolument et de façon mature les problèmes du Cameroun. N'attendons pas les pressions internationales, n'attendons pas que les menaces viennent de l'extérieur. Merci. Alors, Abdelaziz, comment comprendre cette décision donc, qui a abouti à la libération, surtout des leaders du MRC, sachant que le 10 septembre, le président Paul Biya disait il n'y a aucune raison de rêver d'un élargissement quelconque si on est empêtré dans des questions judiciaires du fait du grand dialogue national. Moi, je pense que bon, la politique, c'est quelque chose de mouvant et d'instable. Le président apprécie aussi les situations. Il y a eu effectivement beaucoup de pression. C'est-à-dire que beaucoup, même au sein du système, ne s'attendaient pas à cette avalanche de pression concernant, outre M. Kamto, mais également un certain nombre de personnes qui étaient incarcérées. La résolution du Parlement européen, par exemple, qui de manière explicite a cité le nom de Maurice Kamto et de ses alliés, la Société française du droit international ou l'Académie internationale, le curatorium de droit international, etc., qui n'ont cessé de le faire. En mars, une déclaration dans le journal Le Monde, une tribune, une pétition en février, etc. Et puis également un certain nombre de chancelleries étrangères, occidentales, y compris même l'Union africaine, qui, en utilisant le langage diplomatique, certes, disait qu'il fallait que ce soit une solution pour l'apaisement, la décrispation du contexte politique. Bon, la France, on connaît la position de la France, que ce soit sur la question de la crise anglophone, où cette question-là, elle a toujours, on dit souvent trivialement, le cul entre deux chaises, parce que des intérêts importants sont au Cameroun. Et de manière établie, le président Biya, qui l'avait dit en d'autres temps, étant le meilleur élève, la France est très souvent attentive à la situation du Cameroun en utilisant les mots sibyllins qu'ici. Donc, on ne peut pas exclure cela, on ne peut pas mettre ça de côté, parce qu'il y a eu un contexte pesant, mais il y a aussi et surtout la situation camerounaise. Parce que ceux qui étaient au dialogue national, et bien avec de bonnes intentions, on pouvait constater qu'il y avait une ambiance délétère. Je cite un ancien candidat à l'élection présidentielle, une ambiance délétère, une ambiance qui était lourde. Le premier parti de l'opposition après la présidentielle, évidemment le SDF étant le premier parti de l'opposition parlementaire, le père François Xavier l'a dit tout à l'heure, était absent de ce conclave, de ces assises. Ça faisait un tout petit peu, vraiment ça faisait un tout petit peu désordre. On ne comprendrait pas que le Cameroun puisse aller vers cette situation d'apaisement, cette situation de fraternité en excluant une de ses composantes. C'est cela, on est africain. Il faut le dire, les choses comme elles sont. Vous avez une réunion de famille, il y a un enfant qui n'est pas là, personne ne va lui dire « mais qu'est-ce que tu fais dehors ?» Peut-être que si tu es dehors pour différentes raisons, qu'est-ce qui se passe? Viens, on va essayer de régler cela. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu une conjonction de deux choses.
Et le président Biya, je crois que c'est Véronique ou Père qui disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est au confluent de choses complexes. Il doit pouvoir apprécier. Si nous voulons aller vers l'apaisement, si nous voulons aller vers la paix, si nous voulons aller vers la réconciliation, le 4 octobre ne fait que signer un début d'une nouvelle ère. Le début d'une nouvelle ère, ce n'est pas quelque chose de consacré, d'arrêté. Ça signe une nouvelle ère. Ce que nous sommes en train de faire cet après-midi, qui doit se démultiplier, cette parole qui est partagée, ou quand on n'est pas d'accord, ou quand on peut trouver des points de convergence. On se respecte les uns les autres. C'est-à-dire que trouver des points de convergence et confronter les points de vue, points de divergence, ça peut accoucher de quelque chose dans notre pays. Parce que si on trouve le moyen d'apaiser le climat politique par la parole, si on n'échange pas la parole, si la parole est bloquée, eh bien les gens s'expriment de différentes manières. On prend les armes, on tape, on casse, on agresse, etc. On décapite. On décapite, voire. Et le cas de la brigade, la basse, parce que j'ai un problème. Généralement, je dis basse pour être convenable, mais parce que les expressions tontinard et sardinard, je ne les utilise pas. J'ai refusé de les utiliser depuis le début. Parce que j'ai mal à cela, étant vraiment un de ceux qui, dans le discours, tout à l'heure en coulisses, on parlait souvent de migration, y compris même à l'intérieur de l'RBT. Parfois, je ne comprends pas comment on ne raconte pas aux Camerounais qui ils sont. C'est-à-dire que si on racontait aux Camerounais qui ils sont, si on avait un discours à la fois intellectuel, spirituel, moral, culturel, sur qui nous sommes, le premier tribaliste qui vous parlerait s'auto-marginaliserait dans notre pays. Et par conséquent, ceux qui ont utilisé ce terme, tontinard, pour Mathias Eric Oonangini, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, tontinard étant une pratique qui est aujourd'hui, d'ailleurs la tontine, elle est aujourd'hui dans le dictionnaire. Les Italiens la font, les Juifs la font, les Chinois la font. En France, il y a des tontines même des médecins, de la PHP, la tontine des médecins. Et alors au Cameroun, on va attribuer la tontine à une ethnie. Et on commence à mettre à l'index des Camerounais en fonction d'une pratique. Et ça a fait désordre. C'était nauséabond. Et la réplique, c'est quoi? C'est la brigade anti-sardinat. Le sardinat désignant celui qui soutient le Biya, aka un Betty, par exemple. Donc on a... La sardine étant un poisson qui n'a même pas de tête. Qui n'a pas de tête. Donc on a eu au Cameroun quelque chose où des gens, des jeunes qui réagissaient face justement à l'oppression, face à des questions de frustration, etc. On est rentré dans un enfermement où on ne peut plus se parler, où on ne peut plus on se regarde discuter, en chien de faïence. où on se regarde en chien de faïence, où la pertinence n'est plus le problème, parce qu'on peut adresser une situation, une question comme on essaye de le faire, mais on n'est pas d'accord sur les solutions. On n'est pas d'accord sur la manière de gérer, sur la manière d'agir. L'évacuation sanitaire, par exemple, des hauts responsables camerounais. Pourquoi au cours du débat, du dialogue national, on a fait toutes les commissions, mais sauf celle de la santé? Je ne comprends pas comment un pays qui vit des situations de pauvreté comme les nôtres, où la diaspora est obligée d'envoyer de l'argent au Cameroun pour que les gens se soignent. Nous sommes en face, nous sommes avec une responsable de haut niveau dans le domaine de la santé. On fait un dialogue national, on estime que c'est le système éducatif, le système judiciaire qui sont des problèmes puisque c'était lié à la crise anglophone et que le système de santé n'a probablement pas de problème. Mais non, c'était l'une des mères des batailles. Okay. La CMU au Cameroun doit être instituée. On l'a budgétisé à 1800 milliards avec 185 interventions. Où en est-on? Qu'en est-il? On parle du ministre, effectivement, qui mène ses opérations de communication. Mais où en est-on sur le plan structurel, sur ces questions-là? Quand les jeunes de la brigade, de cette fameuse brigade, disent qu'il faut que les responsables camerounais se soignent au Cameroun, voilà le propos qu'il faut prendre en compte. Mais comment en discuter? Comment le travailler? Est-ce que c'est avec l'état d'ensauvagement de notre pays où on va aller porter le fer? Est-ce que c'est avec l'état d'ensauvagement du débat public où on va s'invectiver? Ou c'est avec l'apaisement? Ou c'est avec la concurrence et la convergence des intelligences et des esprits qu'on pourra, par exemple, sur ce segment-là, essayer de régler les choses? Alors, Véronique, il y a... J'ai été interpellée dans la santé. Oui, bien sûr. Vous avez effectivement le loisir d'y répondre. Ce que je voulais savoir quand même, c'est... Enfin, je voulais me faire un retour de ce qui se dit un tout petit peu au sein du RDPC. C'est que dans votre parti politique, le Rassemblement démocratique peuple camerounais, on vous accuse d'être toujours dans un suivi moutonnier des décisions de votre président. C'est-à-dire que lorsqu'il décide de condamner, même de manière aussi injuste, les militants suivent. Et après, lorsqu'il décide
dans l'énergie, comme on a vu samedi, une fois de nouveau, les militants trouvent que c'est un homme anonyme. Quel est votre sentiment là-dessus? Non, moi, j'ai envie de dire de manière laconique qu'on est dans notre rôle. Vous savez, il n'y a pas qu'au RDPC. Non, je vais dire qu'on est dans notre rôle. Vous savez, pour avoir une fonction de direction, je vais pas... J'ai un syndicat qui est toujours contre la direction. Alors, au début, je m'énervais. C'est pas le corps RDPC. Non, non, mais je vous dis, au début, je m'énervais. Après, j'ai compris que c'est un jeu. Le pouvoir, la politique, c'est aussi un jeu, c'est des enjeux. C'est qui sait jouer avec les enjeux. Le président Paul Biya, c'est le président national. Il a un pouvoir de nomination. Il a autorité de nomination. Donc, ça demande une certaine maturité pour pas devenir un mouton de Panurge ou un paraphraseur des phrases du président Paul Biya. Voilà. Donc, je pense que ça fait aussi partie de notre maturité politique qui se construit. N'oublions pas que nous sommes une démocratie de 60 ans seulement. Donc, ça demande aussi aux personnes qui sont au pouvoir d'intégrer un certain nombre d'éléments de langage. Alors, en termes techniques, on appelle ça des EDL. Je parle sous votre contrôle, puisque vous êtes journaliste, monsieur Moundé. Yeah. D'intégrer un certain nombre d'EDL, des éléments de langage, des éléments du discours, de ne pas verser dans ce qu'on appelle communément en France le léchage de bottes. Voilà. Donc, c'est un équilibre à trouver entre qu'est-ce que nous proposons, nous-mêmes, les militants du parti, du RDPC. Vous avez aujourd'hui en face de vous Véronique Lehmann qui est capable de dire, j'espère, avec objectivité, ce que moi je pense. Bon, maintenant j'ai une position de recul, étant de la diaspora, dont je ne suis pas embrigadée dans des liens, des chaînes, comme je viens de vous dire. Il y a le pouvoir de nomination dans toutes les sociétés. Quand vous êtes en face de votre chef, pardonnez-moi, vous avez des attitudes. Vous n'êtes pas totalement libre. Donc, je pense que la maturité, même au sein du RDPC, se fait petit à petit. Nous sommes encore dans des sociétés où la politique ne se fait pas encore dans la constitution de la cité. Elle se fait dans le premier cercle relationnel, c'est-à-dire sa famille, son ennemi. Donnons le temps qu'on évolue et qu'on construit cette nation, cette citoyenneté. Voilà. Donc, je pense que nous sommes enclenchés dans un processus où on va apprendre que être militant du RDPC, c'est pas simplement acquiescer de manière... Vous savez, moi, j'ai souvent entendu que j'étais envoûté par le président Paul Biya. Non, il ne s'agit pas d'envoûtement parce que ceux qui me connaissent savent que je suis une fille libre, indépendante, objective, qui pense ce qu'elle dit et qui parle avant de penser. Voilà, donc je me dis... laissons le peuple camerounais être mature, même nos gouvernants. On parlait tout à l'heure des sous-préfets, des préfets. Moi, je fais la différence entre des individus qui ont quelquefois des excès de pouvoir, ça existe dans toutes les administrations, qui peuvent réprimer ou ne pas. Vous savez, on fait des fonctions. Dans une fonction, on a l'être, le savoir-être et le savoir-faire. Donc, laissons le temps aux personnes qui sont en position, qui ont des fonctions dans une position de tension. Vous savez, ce n'est pas facile, même pour la police, pour les militaires, d'exercer permanemment en position d'urgence, de crise. Or, nous sommes permanemment, on n'a même pas le temps de penser. Même en France, il y a des policiers, il y a des procès de policiers qu'on accuse d'agir contre des citoyens en position... Parce que quand les crises se succèdent, on n'agit plus, on n'exerce plus ses fonctions de manière sereine. Donc, de grâce, que ce soit les militants du RDPC, que ce soit des administrateurs, laissons-leur le temps de se poser, de penser. Or, on ne peut pas exercer ses fonctions correctement si on gère en permanence des crises. C'est pour ça que je suis en permanence en train d'apaiser, en train d'appeler au dialogue, à l'apaisement, à nos mots. Une émission comme celle-ci aussi, on nous écoute. On a intérêt à apaiser et à être optimiste. Voilà ce que je dirais pour répondre par rapport aux militants. Merci. Donc, pour boucler cette émission, je vous propose donc d'entamer la dernière partie pour la conclure. Alors, Père François Xavier, peut-on se dire que les Camerounais ont là
des éléments pour commencer une réconciliation entre nous? Je ne sais pas la définition que vous donnez à ce mot de recommandation. Depuis le début de cette émission, je dis franchement parlant, nous ne devons pas parler de décision, de recommandation, sinon des premières propositions pour le grand dialogue qui en fait devrait commencer. Et pour ce grand dialogue, moi j'attends personnellement que sur l'implémentation du président Paul Biya, que tous ceux qui sont de bonne foi, qui peuvent positivement participer à ce grand dialogue soient appelés, que qu'on ne dise pas seulement que le Premier ministre a dit que vous pouvez encore aller poster sur le site internet qui a été ouvert, quand on sait que ça ne sera même pas pris en considération, toutes ces propositions-là, si tant est que je lui ai écrit le 2 septembre et que je n'ai jamais eu la réponse avec plus de 200 pages de propositions, ce n'est pas après quand j'irai poster sur le site internet que j'aurai la réponse. Donc moi, le souhait est donc que véritablement que ce soit le début de ce grand dialogue et qu'on ne court pas. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, Véronique venait de le dire tout à l'heure, lorsqu'on accumule beaucoup de conflits, il faut s'arrêter pour pouvoir mettre un terme à tous ces conflits et cela ne prend pas 4 jours. Personnellement, j'ai fait des propositions et j'insiste sur le fait que n'ayant pas la décentralisation, mais le fédéralisme dans le sang au Cameroun. Moi, je suis pour le fédéralisme. Maintenant, quel contenu donner à ce fédéralisme? Véronique l'a dit tout à l'heure, il faut camerouniser, africaniser ce fédéralisme. Cependant, par rapport à la décentralisation, qui est en fait le fédéralisme étant une façon d'exprimer la décentralisation, que notre décentralisation évolue beaucoup plus sur ce fédéralisme qui pourrait apporter beaucoup de solutions parce que ne nous voilons pas la face. Si les anglophones demandent le fédéralisme aujourd'hui, moi j'ai écouté des gens de l'Est qui veulent le même fédéralisme, le Nord veut le même fédéralisme et même jusqu'au centre veulent le même fédéralisme parce que chacun veut jouir des fruits du progrès et d'une certaine manière, mais tel que les choses sont organisées aujourd'hui, même avec cette décentralisation qui ne viendra presque jamais, puisque ça fait depuis longtemps qu'on en parle, on a l'impression qu'une minorité profite alors que la majorité croupit sous une totale misère. Maintenant, quant à nos propositions sur le contenu de cela, nous attendons être appelés, mais je ne peux pas achever mon propos sans une fois de plus saluer l'acte du président de la République qui pour moi a ouvert dans ce débat en mettant d'abord hors des cellules ridicules qu'on connaît de Condé et consorts, Maurice Kamto et les autres, et nous attendons qu'il continue lorsque les conditions seront réunies en mettant les autres acteurs, particulièrement Ayou Dabé, dehors pour que effectivement le vrai dialogue commence. Merci. Alors, Abdelaziz, la même question. Est-ce que les événements d'hier qui ont consacré, n'est-ce pas, la libération du MRC et ses alliés constituent pour les Camerounais les prémices pour une réconciliation entre nous, Camerounais? Quand on sait la montée du tribalisme tel qu'il est aujourd'hui présent dans les réseaux sociaux entre Camerounais, est-ce qu'on a espoir qu'enfin, avec, n'est-ce pas, ce geste du président de la République, ici qu'on a tous déjà apprécié, on a posé les germes d'une réconciliation entre les Camerounais? Il y a des éléments objectifs et puis les souhaits, les préconisations qu'on pourrait faire. Dans les éléments objectifs, il y a pour le MRC une contestation électorale depuis novembre 2018. La question est de savoir si le MRC va passer à autre chose. C'est-à-dire autre chose, c'est concourir à l'expression du suffrage, participer
politiquement à travers les idées. Maurice Kamto était l'un de ceux qui avait proposé justement ces statuts spéciaux comme phase intermédiaire pour la résolution. Donc quand on dit qu'on a repris du Maurice Kamto, voilà, pendant ce grand tout à fait, les statuts spéciaux, effectivement. Donc je pense que, est-ce que le hold-up électoral qui est porté généralement dans les manifestations à l'extérieur par un certain nombre de ses partisans, est-ce que ça continuera? Moi, je pense que c'est aussi un élément qui sera déterminant. Parce que si effectivement la contestation électorale continue, on peut avoir une crispation à la fois du côté du pouvoir et un raidissement du côté du pouvoir, une crispation de l'atmosphère du côté justement des partisans de Moïse Kamto, tout au moins de ces sphères-là. La deuxième question, c'est, le père François-Xavier venait de le dire, c'est que sur la crise anglophone, on n'y est pas encore. On a fait une recommandation avec un certain nombre de points dans le cadre de 8 commissions, notamment celle qui était le point d'orgue décentralisation et développement local, avec cette question du statut spécial des régions, avec cette question de l'élargissement de l'autonomie des communes, avec cette question des 15 à 20% de recettes qui seront désormais directement prélevées par les communes, avec cette question de la levée de la tutelle, etc. etc. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, les factions ambazoniennes qui sont bien identifiées, l'Ambazonian Defense Council de Ayabacho Lucas, l'Interim Government de Ikomisako et de Ayoktabe, et Benezer Akwanga, Bo Herbert, toutes ces factions-là, est-ce qu'elles vont converger pour se dire on se met sur la table? Qu'en est-il du processus de négociation à Genève? Il faut que ces questions-là, vraiment, c'est ce qui permet, on est en politique, on est dans une situation, un jeu avec un échiquier. Est-ce que ces situations-là conviennent à cette partie? Non. De manière très claire, non, puisqu'ils ont dit de manière officielle qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui a été, qui est sorti du Palais des Congrès. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a deux hypothèques qui peuvent être celles qui plomberaient la situation sociopolitique au Cameroun dans les jours à venir. Donc si, au niveau du MRC, la question du hold-up électoral est réglée, est-ce que le MRC va passer à d'autres choses? J'ai suivi dans le propos de Maurice Kamto, devant ses partisans, qui passait à autre chose. Il a dit que si Dieu, à part la volonté de Dieu et votre choix, il m'est donné la possibilité de diriger le Cameroun demain, j'irai diriger le Cameroun. Mais vous l'avez fait le 7 octobre, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Et que la question du système électoral lui semble être primordiale désormais. Donc on peut penser que Maurice Kamto a fait le choix, tout au moins de mettre entre parenthèses cette question et d'aborder une autre. Maintenant, pour terminer, c'est vraiment ce qu'on s'est dit ici qui a été répété. C'est que s'il y a une action des Camerounais de chaque bord, quel qu'il soit, de chaque parti, quel qu'il soit, pour converger, pour trouver des terrains, pour que ce dialogue-là puisse être systémique au Cameroun, j'ai bon espoir que si on parle de notre question, si on parle de nous, nous Camerounais, qu'on réapprenne à parler de nous. Ce qui a fait le Cameroun par les Camerounais, non par les Allemands, par les Français, par les Anglais ou les Portugais. Ce qui fait le Cameroun, c'est peut-être les victoires des lions indomptables. Oui, c'est l'émotion, ce sont des moments d'émotion. Mais c'est aussi le fait que Martin-Paul Samba, Douala Mangabel, les Lamideux de Kalfou, de Mindif, de Marois, aient été assassinés, tués, pendus. Non. 8 août 1914. Oui, 1914 a été pendu le même jour, pour la même cause. Parce qu'il y a une conscience nationale qui naissait à ce moment-là. Il y a l'ouvrage d'Achille Mbembe sur les mouvements à partir de 1920. Raconter à chaque jeune Camerounais qui est Ongba Bissogo, qui est Oba Beti. Je m'étonne que dans une ville comme Yaoundé, où nous sommes nés, où nous avons grandi, vous passez à Etoile-Meki, on ne vous dit jamais ce que ça signifie, Etoile-Meki, et que là-bas, il y a des personnes qu'on a décapitées, je pense, avant que, effectivement, d'autres Camerounais ne se livrent aujourd'hui à ces exactions. Des Allemands, des Blancs, ont décapité des personnes qui résistaient et qui luttaient contre leur pénétration, ou tout au moins contre leurs exactions locales. Il faut que les Camerounais puissent être instruits de ces questions, qu'il y ait des Camerounais qui ont résisté, que ces valeurs puissent refonder notre pays. Les liens entre Camerounais, on ne dit pas souvent que dans le grand centre-sud du Cameroun, dans les Grassfields, etc., quelles sont les passerelles
entre nous, Camerounais. Qu'est-ce qui a fait de nous aujourd'hui les Camerounais et qu'est-ce qui peut être renforcé? Donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Et pour conclure alors sur cette émission aujourd'hui, je ne sais pas si on peut conclure un sujet aussi vaste. En tout cas, je reprendrai un petit peu les propositions d'Abdelaziz. Sur le plan historique, je dirais qu'on a besoin, je pense que le drame du Cameroun, enfin, en tout cas de tous les pays africains qui ont été colonisés, partagés, quelquefois avec des frontières superficielles, on a besoin de repenser nos identités, de repenser notre modèle de développement, parce qu'à un moment, ces greffes ne prennent plus. Et on voit bien que si vous greffez des germes de mangue sur de la tomate, ça va donner des situations que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est sur le plan historique. Nous avons besoin de penser des modèles de société qui ont été greffés dans des sociétés qui ne correspondent pas à un modèle individualiste qui a été greffé sur des sociétés communautaires, de repenser nos identités parce que ça crée des conflits de valeurs. Ça crée également des conflits de droits. Sur le système judiciaire, on a un droit moderne et un droit traditionnel. Sur le plan du dialogue national, moi je dirais que c'est une lueur d'espoir. Mais je proposerai, à mon parti en tout cas, que je représente, s'ils n'ont pas déjà pensé, parce que je sais que M. John Gouté, c'est quelqu'un de très pragmatique, de reprendre toutes les propositions, de les communiquer aux Camerounais sous forme peut-être d'une commission de suivi des actes du dialogue national ou des résolutions, de reprendre, de les communiquer aux Camerounais, la somme des propositions, de faire les synthèses et, si possible, de nommer les garants du suivi de ces propositions. Alors, avant que le président Paul Biya ne les mette en œuvre, comme il a dit, en fonction des opportunités. Je dirais qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir cette garantie de la mise en œuvre de ces propositions. Et puis, sur le plan fraternel, je pense qu'on a besoin de nous regarder différemment entre Camerounais aujourd'hui. Il faut qu'on reconstruise notre relation entre nous déjà, parce qu'il y a une violence qui s'est installée même dans le regard et qui se diffuse dans toutes les strates de la société. Et de reconstruire notre relation avec l'État, avec nos gouvernants et avec l'autorité. Cet État-là, encore une fois, qui a été importé, Bertrand Badia a écrit un très beau livre sur l'État importé. Et je pense que plutôt que d'avoir un État importé, nous devons avoir aujourd'hui un État pensé. Je pense que ça nous aidera à, peut-être pas à trouver toutes les solutions, mais sur ces trois plans, je dirais qu'on a besoin. Et pour moi, le dialogue, c'est vraiment le début de ce processus. On avait besoin de se regarder à nouveau. On avait besoin de se mettre autour de la table, un peu comme aujourd'hui. Et moi, je dis que cette émission est un petit peu avant-garde de ce qui nous attend, de pouvoir nous parler, de nous respecter, de ne pas être violent, que ce soit sur les plateaux, dans la rue. Voilà, je pense que quel que soit ce qu'on a envie de se dire, la violence n'a jamais rien réglé. Il faut qu'on apprenne à se regarder, à se parler, à se respecter à nouveau. Et je terminerai par l'amour, à s'aimer à nouveau, d'où qu'on vienne. Et dans les recommandations, il y avait les mariages interethniques. Voilà, je pense que c'est une piste qui fait que je rechute, pardonnez-moi cet incartade personnel, sur des personnes qui sont capables, comme vous, de réconcilier le Cameroun pour que ces écueils, qu'on les évite. Parce que si on a besoin de construire une nation forte et solide, on a besoin de reconstruire ces bases-là. Voilà, de manière synthétique, ce que je dirais pour conclure. Encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse conclure un débat comme celui-ci. Il y a tellement de choses à dire, mais au moins on a eu le mérite de pouvoir échanger entre Camerounais de tous bords, d'horizons différents. On a un prêtre autour d'un journaliste et puis une politique. Voilà, ça fait qu'on a des débats sereins. Il faut qu'on réapprenne à se parler en dehors de cette violence. Merci. Cette émission est à présent terminée. Merci à vous trois d'avoir accepté de vous retrouver ici cet après-midi pour discuter de cette actualité assez brûlante et même haute actualité au Cameroun aujourd'hui. Après le grand dialogue, la libération des leaders du MRC alliés, la libération des détenus activistes de la crise anglophone. Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. À très bientôt. Au revoir. Et merci de nous avoir invités.
Merci aussi aux co-panélistes qui étaient très brillants et à Merci, vous-même, merci à vous tous. à la technique. Merci.